Pendant la guerre de 12 jours, vous vous souvenez sans doute que beaucoup de gens disaient que l'Iran n'avait pas demandé suffisamment d'aide militaire à la Russie et à la Chine. Il n'était donc pas assez préparé pour résister aux pires excès de cette attaque surprise lancée par Israël et les États-Unis. Nous sommes maintenant sur le plan financier et économique, où l'on dit, et vous l'avez bien expliqué, que l'Iran et la Chine pourraient conclure des accords de swap de devises. Cela pourrait grandement faciliter la lutte contre la manipulation monétaire. Je me demande donc quelle est la situation dans son ensemble. Parce que certains affirmaient qu'avec la question de Starlink, l'Iran avait réussi à pénétrer le système et à le neutraliser. Cela a été fait avec une technologie soit russe, soit chinoise. En réalité, oui, dans cette phase de la guerre par procuration, la guerre que les États-Unis essaient de mener, ils ont réussi à contrer la révolution de couleur, l'opération de changement de régime. Mais cela s'est tout de même produit, et cela a coûté la vie à des centaines de personnes. Tout a commencé, comme vous l'avez dit, par des manifestations contre la manipulation financière qui avaient des effets réels sur le niveau de vie. Alors, quelle est la situation complète concernant la connexion Russie-Chine? Comment ils aident et comment ils n'aident pas l'Iran? Eh bien, ils ne dévoilent pas leurs cartes, n'est-ce pas, Danny? Les Russes et les Chinois font preuve d'une extrême circonspection, ce qui est prévisible, car la plupart de ces questions relèvent de la sécurité nationale pour les trois parties, en réalité. Cela fait partie de leur partenariat stratégique, imbriqué, et de leurs affaires de sécurité nationale. Et surtout, dans le cas de la Russie et de l'Iran, jusqu'où va leur collaboration militaire? Nous savons qu'elle est très très poussée. Nous savons, d'après ce que nous avons entendu à Moscou, que des émissaires iraniens font sans cesse l'aller-retour entre l'Iran et Moscou pour discuter d'intégration militaire et que tous ces IL-76 qui atterrissent à Téhéran, presque en continu, transportent des cargaisons tout à fait substantielles. Nous ne savons pas exactement quoi, cela pourrait être n'importe quoi. Des systèmes de défense antimissiles, le matériel de cybersécurité, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, ce que nous savons, et cela a été confirmé diplomatiquement par les ministères de la Défense des trois côtés, on peut même inclure la Chine, c'est qu'il est absolument clair que la Russie et la Chine ne peuvent pas permettre que l'Iran tombe. Pas nécessairement la chute de la structure gouvernementale actuelle, mais tomber au sens d'être annexé comme vassal ou colonie de l'empire du chaos, du pillage et des frappes permanentes. C'est très clair à Moscou et à Pékin. Mais bien sûr, les informations sensibles, nous n'y avons pas accès. Nous savons seulement que c'est profond. Par exemple, quelque chose que nous avons découvert, je dirais quelques jours plus tard, c'est qu'au début de la guerre de 12 jours, c'est le savoir-faire russe qui a permis aux Iraniens de reconstituer leur réseau en moins de 48 heures. Mais vous n'obtiendrez jamais du ministère russe de la Défense qu'ils disent cela publiquement. Oubliez ça. Sans parler des Iraniens. Et bien sûr, par exemple, lorsque nous nous rendons en Iran et que nous rencontrons les gardiens de la Révolution, ils nous ont montré, la dernière fois par exemple, uniquement ce que tout le monde en Iran connaît déjà. Ils ne nous ont pas montré leurs missiles, matériel ou logiciels de nouvelle génération, qu'ils possédaient déjà à l'époque. Une partie a été utilisée dans les derniers jours de la guerre de 12 jours, et une autre est totalement nouvelle et sera utilisée lors de la prochaine opération. Il y a donc bien sûr cet élément de secret. Et en même temps, il y a cet aspect de collaboration militaire et scientifique plus profonde entre l'Iran et la Russie, qui est très très étroite.
Et à cela s'ajoute la qualité scientifique que l'on observe dans les meilleures universités iraniennes, ce qui susciterait l'envie de pratiquement toute l'Europe et de la plupart des régions des États-Unis. C'est donc extrêmement impressionnant. Mais sur le plan conceptuel, c'est très clair pour les Iraniens, les Russes et les Chinois. Il s'agit de notre combat pour l'intégration eurasienne. Et nous savons tous que l'Empire n'a qu'une seule chance. Car la seule manière pour lui de déstabiliser un carrefour significatif à travers l'Eurasie passerait par l'Iran. La Turquie, c'est différent. La Turquie, c'est le mur d'Istanbul, comme nous en avons parlé. C'est la limite entre l'Otanistan et l'Eurasie. Mais la Turquie est encore au-dessus du mur, assise sur la clôture. Toujours, indéfiniment, n'est-ce pas? Les États d'Asie centrale sont des acteurs mineurs. L'Inde et le Pakistan, c'est une autre histoire, car ils sont davantage concentrés en Asie du Sud. L'Asie du Sud-Est est différente. C'est une puissance commerciale immense, mais pas un grand acteur géopolitique. Voilà. Il nous reste ce carrefour ancestral de l'Eurasie, qui remonte aux premiers empires perses. Et bien sûr, pour les gens aux États-Unis, encore influencés par l'interprétation de l'Eurasie selon Mackinder, Spykman et Brzezinski, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'être souverain et indépendant. Nous devons y aller et le démanteler. Et en même temps, ils savent que s'ils le font, la Russie et la Chine vont réagir. Nous ne savons toujours pas comment. Donc, vous voyez, c'est le nouveau grand jeu en action. En fait, depuis 4 décennies, depuis le début de la révolution islamique. À l'époque, c'était fascinant. Personne ne savait que la révolution prendrait cette tournure. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que le Parti communiste occupe une place importante, et au final, ce n'était pas exactement l'idée de l'establishment clérical. Parce que dans l'histoire de l'Iran, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, il y a toujours eu cette alternance entre le pouvoir clérical et le pouvoir monarchique. Et nous sommes dans l'une de ces périodes historiques de l'histoire iranienne. Oui, bien sûr, nous ne reverrons jamais le retour du monarque, surtout quand un clone se fait passer pour le monarque, n'est-ce pas? Ils ont essayé de vendre ce clone à l'opinion publique occidentale, et peu de gens y ont cru. Même ici en Europe, très peu de gens l'ont fait. On voit tout de suite qu'il ne mérite même pas le titre de clone, installé confortablement dans le Maryland, essayant de donner des leçons à l'Iran depuis son... C'est pathétique. Donc, ils n'ont pas de plan de remplacement. Le seul plan qu'ils ont, c'est de tout faire exploser. Vous savez, c'est cette fameuse liste de souhaits pour la Perse dont tout le monde parle. C'est un document assez pathétique d'ailleurs. Les gens continuent d'en parler, blablabla, mais non, il ne fait qu'énumérer des scénarios de destruction. C'est tout. Dans le sens de, d'accord, créons le nouvel Irak, créons la nouvelle Libye. Créer? Non, mon vieux. Détruire, comme nous avons détruit l'Irak, comme nous avons détruit la Libye, et comme nous avons détruit la Syrie, sur le long terme. L'une des plus grandes inquiétudes de nombreuses personnes en dehors de l'Iran est, vous savez, certains ont dit « Oh, est-ce que l'Iran est endormi au volant face à ce genre d'attaque surprise? Se prépare-t-il? » Vous avez écrit dans votre article, et je veux le ressortir, toute une section sur la manière dont l'Iran contre une guerre de changement de régime. Peut-être pouvez-vous entrer davantage dans les détails ici, car je pense que parfois les gens se concentrent beaucoup sur un seul élément, par exemple le renseignement ou les défenses aériennes, et des choses de ce genre. Mais il s'agit vraiment de savoir comment contrer un changement de régime. Vous l'expliquez très bien ici. Il y a tellement de composantes à cela. L'un d'eux, Danny iPhone. Ce qui nécessiterait probablement un article à part entière, c'est que le gouvernement a convoqué les Bazaris pour tenir des réunions
les écouter au sujet du coût de la vie, de ce que leurs clients achètent ou n'achètent pas, ou de ce dont ils se plaignent, et ainsi de suite, dès le début des manifestations. Tu sais comment cela a été interprété dans les grands médias américains? Je l'ai lu dans certains rapports de groupes de réflexion. Les Bazaris ont abandonné le gouvernement, donc c'en est fini pour Khamenei et les mollahs. C'était exactement le contraire. Le gouvernement a convoqué les Bazaris pour leur parler et leur dire « Écoutez, nous n'avons pas beaucoup de liquidités, mais comment pouvons-nous aider votre commerce ?» Et que vous disent vos clients à propos du coût de la vie, et ainsi de suite. Donc, le bazar et le gouvernement discutaient depuis le tout début. Lors de la révolution islamique de 1978-1969, c'était une histoire complètement différente, car les Bazaris étaient contre le Shah. Les Bazaris se sont rebellés contre le Shah. C'est totalement différent. Seules des personnes stupides qui ne connaissent rien à l'histoire de l'Iran des 40, 45, 50 dernières années pourraient inventer une telle chose. Ils étaient donc inquiets. Et le débat à Téhéran, d'accord, cela inclut la gestion économique à plusieurs niveaux, très bien, cela existe, mais on ne peut pas sous-estimer l'effet absolument toxique de plus de 40 ans de sanctions sur la vie quotidienne dans tout l'Iran. C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre en tant qu'étranger que si l'on va en Iran et qu'on parcourt le pays. Pour ma part, j'y suis allé plus de 10 fois. Et chaque fois que je reviens, je suis toujours choqué par la dégradation, surtout celle des infrastructures. C'est directement lié aux effets de ces sanctions absolument terribles dans les ports, les aéroports, la configuration urbaine, les paysages urbains, à l'exception de certaines zones d'Iran qui sont construites à partir de rien. Par exemple, lorsqu'on arrive au port de Chabahar, près de la frontière pakistanaise, ils construisent Chabahar pratiquement à partir de zéro. C'est une autre histoire, car ils savent que cela deviendra un grand centre à l'avenir. Mais si vous allez dans certains quartiers de Téhéran même, pas le nord, qui est de la classe moyenne supérieure, le milieu des Tehranjali, vous voyez. Si vous allez dans le sud de Téhéran et en périphérie du sud de Téhéran, qui sont essentiellement des zones ouvrières, pour la plupart très très pauvres, les infrastructures sont en délabrement. Les infrastructures datent au mieux du milieu des années 1970, et c'est tout. Ensuite, tout s'est arrêté. Donc, vous savez, le fait que le gouvernement soit encore capable de fonctionner et de fournir au moins des services de base malgré tous ces problèmes est en soi extraordinaire. Et n'oubliez pas que les besoins essentiels d'une famille iranienne, comme le gaz et l'électricité, sont subventionnés par le gouvernement. Cela ne coûte pratiquement rien. Mais bien sûr, au final, c'est le gouvernement qui doit tout payer. Et évidemment, il y a d'énormes limites. Il n'y a pas beaucoup d'aide extérieure substantielle, ce que j'ai d'ailleurs mentionné dans ma chronique. C'est une question très controversée. Et seuls les Chinois, seul Pékin, je dirais, peut-être quelques hauts responsables à Pékin, pourraient y répondre. Pourquoi n'ont-ils pas aidé l'Iran alors qu'il était évident qu'il y avait une attaque spéculative contre le rial? C'est quelque chose que les Chinois auraient pu faire, vous savez, en prenant un peu de leur gigantesque réserve de change. Cela ne leur aurait presque rien coûté. Et ils ne l'ont pas fait. C'est une question que nous devrions poser aux puissants de Pékin. Par exemple, pourquoi la NDB ne pourrait-elle pas accorder quelques prêts à l'Iran, étant donné que la NDB est la banque des BRICS et que l'Iran est membre des BRICS? On en revient à quoi? Au pouvoir du dollar américain. Les statuts de la NDB, la banque des BRICS, sont libellés en dollars américains. Si elle accorde un prêt à l'Iran et que celui-ci transite par le système financier international lié au dollar, la NDB elle-même sera soumise aux sanctions américaines.
Ce qui prouve une fois de plus à tous, et c'est quelque chose que mon cher ami Paulo Nogueira Batista, l'un des cofondateurs de la NDB, répète souvent, qu'il faut repartir de zéro. On ne peut pas avoir une banque de développement pour le Sud global, en utilisant la monnaie de l'Empire. C'est totalement exclu. Donc vous voyez, les contraintes qui pèsent sur l'Iran sont énormes. So, the constraints on Iran are tremendous. So, and their staying power is wow. Leur endurance est vraiment impressionnante. Et cela se rattache à quelque chose de bien plus subtil que l'idéologie, quelque chose de métaphysique en fait. Le concept chiite de résistance, n'est-ce pas? Le concept chiite du martyr. Si l'on devient martyr, c'est pour une cause supérieure. Mais surtout, le concept chiite de résistance sous la pression maximale de l'Empire, en l'occurrence, qui remonte au tout début de la révolution islamique. Vous savez, la conceptualisation de la révolution islamique visait à relier l'anticolonialisme à ce concept chiite de résistance. Nous avons donc maintenant, pourrait-on dire, une variation de ces idéaux. Les idéaux purs du début de la révolution islamique, d'accord, beaucoup d'entre eux ont été corrompus. C'est quelque chose dont nous pourrions débattre éternellement. Mais cette flamme initiale, disons, l'anticolonialisme et la résistance spirituelle, est précisément ce que nous voyons aujourd'hui en Iran après cet échec d'opération de changement de régime. On observe un regain de conscience. Oui, nous devons lutter contre cette nouvelle puissance impériale coloniale et nous devons approfondir notre conceptualisation chiite de l'esprit de résistance. Ainsi, au final, l'Empire, une fois de plus, a rendu service à l'Iran. L'histoire agit de manière mystérieuse, souvent avec une certaine justice poétique. Et la justice poétique que nous voyons aujourd'hui, c'est que d'accord, nous allons résister encore davantage. Ce qui, vous savez, nous ramène à cette célèbre formulation du conseiller stratégique. Famous articulation by the strategic advisor. Yep. Oui. Ouais. Et peut-être juste pour finir, parce que je veux parler des autres aspects de la poussée eurasienne de l'Empire des États-Unis, surtout du néocon Caligula et de son empire du pillage. Mais oui, tu as bien sûr Netanyahou. Tu as mentionné ce rapport du groupe de réflexion, The Path to Persia. Ce qui est si intéressant maintenant, après cette opération, Pepe, c'est quand tu entends Netanyahou dire des choses comme il l'a fait dans ce soi-disant Parlement en Israël aujourd'hui. Il a dit que si l'Iran attaquait Israël, nous agirons avec une force que l'Iran n'a pas encore connue. Et ensuite il dit, l'Iran ne redeviendra jamais ce qu'il était. Mais le langage n'est pas offensif. C'est si l'Iran nous attaque. Il y a eu un petit changement dans la manière dont cela se présente. Parce que ces généraux ne sont pas stupides. Ils savent ce qui peut arriver. Netanyahou n'est pas un expert militaire, bien au contraire. Mais ces généraux ont vu ce que quelques missiles iraniens hypersoniques ont fait, et ce n'était que quelques-uns, pas un millier. Et vous savez, il circule sur les réseaux sociaux toutes sortes de rumeurs, affirmant que l'Iran aurait 2000, voire 20 000 missiles en mouvement. Nous ne savons évidemment pas vraiment quelle part de tout cela est vraie. Non, 2000, c'est déjà trop. La Russie n'a pas 2000 missiles hypersoniques. Donc, si l'Iran en a 100, c'est déjà impressionnant. Parce que si je me souviens bien, à la fin de la guerre de 12 jours, ils en avaient lancé moins de 10. Et c'était déjà... Et nous avons tous vu les images, ce qui s'est passé là-bas. Elles sont devenues virales. Et oui, ça va être intéressant, parce qu'aux États-Unis, même Pepe, le taux d'approbation du public interrogé dans le pays est extrêmement bas concernant la frappe de l'Iran. Et le prétexte était vraiment intéressant. Trump a dit qu'il s'agissait de protéger les manifestants, de sauver les manifestants.
et c'était exactement le contraire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le contraire du langage qu'il utilisait même au début de son administration. C'était donc un revirement complet. Cette fois, il sonnait simplement comme quelqu'un de Washington, et il est probable qu'il devra à nouveau adopter ce ton pour invoquer le genre de prétexte nécessaire à une frappe. Parce que, comme tu l'as dit, l'USS Lincoln, les avions de chasse et toutes sortes d'équipements se dirigent dans cette direction. Exactement. Et il peut opter pour le scénario le plus plausible. Il lance une frappe purement formelle, puis il change de sujet. Ouais, Oui. Comme nous le savons tous, le seul sujet dont on parle partout sur la planète en ce moment, c'est le Groenland. Greenland.